Dans cette vidéo, on va voir les bases du Playground OpenAI. Donc, à quoi ça sert, comment s'en servir, quels sont les cas d'usage possibles et aussi savoir quand il faut l'utiliser ou quand il faut tout simplement passer par ChatGPT normal. Alors, à quoi ça sert? Donc, le Playground d'OpenAI, c'est l'espace développeur d'OpenAI qui va nous permettre de construire des applications avec ChatGPT en passant par des API. Alors, une API, qu'est-ce que c'est? C'est une interface de programmation qui va permettre de faire passer des appels à des applications externes dans un certain cadre. Et donc, grâce à ces fameuses API, on va pouvoir intégrer l'IA dans toutes sortes d'applications possibles et par exemple dans des scénarios avec make.com. Donc, comment ça fonctionne? Si on prend l'exemple d'un scénario qui va venir regarder les mails qu'on reçoit et générer une réponse automatique avec l'IA pour vous faire gagner du temps. Donc quand vous allez recevoir l'email, donc le contenu par exemple de l'email va être envoyé par API avec ChatGPT. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que Gmail ou Outlook, selon l'application que vous utilisez, va passer un appel. Donc concrètement, il va appeler ChatGPT, il va lui dire bah, écoute, j'ai reçu ce mail, est-ce que tu peux t'en charger? Et puis une réponse va être générée par ChatGPT. Et donc l'API, c'est ce qui permet d'appeler ChatGPT. Voilà. Donc si on résume un petit peu tout ça, le playground d'OpenAI, ça va nous servir à manipuler ChatGPT avec ses API pour construire des applications personnalisées. Allez, on va voir comment on peut s'en servir. Alors, pour utiliser le playground d'OpenAI, on va se rendre sur le site platform.openai.com. Une fois que vous avez créé un compte assez basiquement, juste en renseignant une adresse email et un mot de passe, vous allez arriver sur votre interface, donc qui devrait ressembler à ceci. Alors, la première chose à faire quand on arrive sur notre playground, ça va être de mettre des crédits. Parce que sans crédit, vous n'allez pas pouvoir utiliser le playground. Donc la première chose à faire, c'est de procéder à un rechargement. Alors, pour cela, il faut vous rendre dans les réglages et puis dans le petit onglet Billing, juste ici. Alors ici, vous allez pouvoir mettre un certain montant. Alors le minimum, c'est 5 $, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 4,50 €. Donc voilà, je vous conseille de mettre 5 $. Vous allez avoir largement assez de crédit pour tester pas mal de choses avec le playground. Donc il va falloir mettre vos informations bancaires, etc. Donc pas de panique, ça ne va pas débiter de l'argent sur votre compte sans votre accord, à part si vous cliquez ce petit auto recharge is off et que vous définissez en fait un palier où, à partir duquel s'il est franchi, ça va recharger automatiquement. Mais concrètement, voilà, vous mettez 5 $ et puis vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Alors, si on fait maintenant un petit tour de ce playground, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, donc, quand on clique ici dans Settings, donc on va avoir les détails de notre organisation, notre Organization ID, qui va être intéressant quand on va créer des applications et qu'il va falloir connecter notre playground, par exemple, avec make.com. Alors, on va avoir également un onglet Member, où vous allez pouvoir inviter des membres de votre équipe. Et puis, donc, ce fameux onglet billing qu'on vient de remplir. Voilà. Ensuite, si on va dans API Reference, alors cette partie va surtout être intéressante si vous êtes développeur et que voilà, vous codez des applications qui font intervenir l'API d'OpenAI. Donc ici, vous allez avoir accès à toute la documentation. Mais nous, ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc un petit peu pareil pour cet onglet Docs, vous allez avoir un maximum de documentation également. Alors les deux parties qui vont nous intéresser pour la vidéo, qui va nous permettre de manipuler le playground d'OpenAI sans savoir coder, c'est la partie dashboard juste ici et la partie playground. Donc on va se rendre d'abord dans la partie playground. Alors dans cette partie playground, on a plusieurs items. Donc on a un item chat, real time, assistance, TTS et completions. Alors dans la première partie chat. Ici, en fait, c'est une partie qui va nous permettre d'interagir avec ChatGPT, mais de manière plus flexible et plus personnalisée que si vous passez par votre compte ChatGPT classique, qui soit gratuit ou payant. Alors, par exemple, ici, dans System Instructions, on va pouvoir générer un prompt et lui dire d'agir comme, d'une certaine manière.
Donc par exemple, ici, je lui ai donné donc un prompt qu'il va devoir respecter. Donc je lui ai dit qu'il était un expert en vente et en acquisition et que son rôle était d'aider des commerciaux lorsqu'ils rencontraient un problème avec un client. Alors, ce qui est intéressant dans cette partie de chat, c'est qu'on va également pouvoir définir le modèle avec lequel on veut interagir, donc entre 4O, 4O mini ou d'autres modèles qui existent. Donc ici, on va prendre 4O mini par exemple. On va également pouvoir ajouter des fonctions ici. Donc les fonctions, c'est plus communément appelé d'habitude tools et ça va nous permettre en fait de faire appel à d'autres applications externes via des API, etc. C'est plutôt une fonctionnalité développeur, donc on ne va pas vraiment se pencher dessus. Ensuite, on va pouvoir choisir l'output du chat. Donc, le basique, ça va être texte, donc il va nous répondre en texte. Mais on peut aussi choisir du JSON. Donc, c'est une forme de code très utile pour être exploité plus tard par une autre application, par exemple. Donc, nous, on ne va pas passer dessus, mais voilà, on va choisir texte. Alors, la température, comme d'habitude, hein, entre 0 et 1. Plus vous êtes vers 1, plus c'est créatif et flexible, et plus vous vous rapprochez de 0, plus c'est précis et concis. Donc ici, nous, par exemple, on va mettre à 0,5. Voilà. Alors ici, le maximum length, ça va correspondre à la longueur de la réponse du chat. Donc 2048, ça équivaut à 2048 tokens. Donc je vous conseille d'augmenter un petit peu pour puisse générer des réponses assez complètes et puis pour pas que surtout vous soyez bloqué, enfin que ça bloque au niveau de la réponse. Alors le stop sequences, en fait, ça va servir à définir un mot à partir duquel la réponse va s'arrêter. Par exemple, si je dis vente, donc dès que le système va générer une réponse et va générer le mot vente, il va s'arrêter. Nous, on ne va pas en mettre ici. Ensuite, le top P, ça correspond à la probabilité de génération du prochain mot. Alors, ce qu'il faut retenir sur le top P, c'est que plus ça va tendre vers 1, plus le modèle va avoir accès à différentes options pour choisir le mot qui va générer après. Et plus ça tend vers 0, moins les possibilités seront grandes pour le modèle. Donc, on va avoir des réponses plus rigides. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et ensuite, donc frequency penalty et presence penalty, en fait, ça va servir pour la répétition des mots. Donc, pour par exemple frequency penalty, plus ça va être élevé, moins un mot répété sera choisi, donc il y aura moins de répétitions. Et la presence penalty, justement, ça va encourager la génération de nouveaux mots. Voilà, donc nous, ça ne va pas nous intéresser pour notre cas ici. Donc là, on va faire un petit test, par exemple. Donc voilà, on a notre prompt, on a configuré notre chat. Et on va dire par exemple, mon client me dit au bout de la négociation que le prix est trop cher, que répondre. Voilà, ici on va cliquer sur Run. Alors vous avez la possibilité d'ajouter des images également. Et puis voilà, l'assistant là, en fonction du prompt, il va en fait nous générer une réponse personnalisée. Donc voilà, c'est assez intéressant cette partie de chat parce qu'on va vraiment pouvoir personnaliser nos interactions avec ChatGPT et voilà, personnaliser vraiment la réponse, rentrer dans le détail sur le format de réponse qu'on souhaite. Donc c'est plutôt une fonctionnalité assez intéressante. Maintenant, si vous avez une utilisation assez basique de ChatGPT et que vous avez besoin d'un modèle assez général, je conseille de ne pas se prendre la tête vraiment à passer forcément par le Playground, alors que ChatGPT version gratuite, ça fait très bien le taf dans la plupart des cas. Mais voilà, si vous cherchez vraiment de la personnalisation dans vos interactions, le Playground peut être une super option. Sachant qu'on verra un petit peu plus tard pour la partie billing, donc combien ça nous coûte d'interagir avec, mais c'est vraiment, ça se compte en fractions de centimes, ça coûte 3 fois rien. Donc parfois ça peut être intéressant si vous voulez pas justement passer par la version payante et quand même avoir accès à ces fonctionnalités avancées, de passer par le Playground parce que vous allez faire énormément d'économies.
Donc ensuite, si on passe à la prochaine partie, c'est Real Time. Alors, Real Time, en fait, ça permet de créer des assistants IA vocaux. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite lors du dernier Dev Day d'OpenAI. Et en fait, ça va nous permettre de créer donc des assistants IA vocaux. Alors, je ne vais pas passer dessus aujourd'hui parce que je prépare une série de vidéos là-dessus. Donc voilà, mais c'est une des fonctionnalités les plus puissantes du Playground et qui va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Donc voilà, restez alerte sur les vidéos que je vais sortir parce que ça va vraiment être ultra utile. Alors, ensuite, on a vraiment la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie Assistance. Alors, la partie Assistance, pourquoi? Parce que cette partie assistant, elle va nous permettre de créer des petits agents qu'on va formater. Donc, on va leur dire avec un système prompt d'agir d'une certaine façon. Et surtout, on va pouvoir leur donner une base de données. Et ça, c'est ultra intéressant. Alors, on va voir tout de suite comment créer notre premier assistant. Donc, pour ça, on se rend dans le dashboard et on va cliquer sur Storage. Et la première chose qu'on va faire, ça va être de lui donner en fait des documents. Donc pour ça, on va créer une base de vecteurs. Alors une base de vecteurs, en fait, c'est concrètement une base de données dans laquelle des informations vont être découpées en fait en vecteurs. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans les détails ultra techniques. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, on va lui donner des documents dans lesquels il va venir pouvoir piocher avant de rédiger sa réponse. Donc vous, normalement, ce sera vide parce que ici, j'ai déjà une base de vecteurs qui est créée. Donc on va se rendre dans Vector Stores, juste ici. On va cliquer sur Create. Donc là, on a une nouvelle base de vecteurs qui s'est créée. On va pouvoir lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler test, par exemple. On valide. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des fichiers à cette base de vecteurs. Donc juste ici, on va cliquer sur Add Files. Donc moi, je vais venir, par exemple, glisser des documents. Donc voilà, les documents que vous avez préparés en amont pour construire votre assistant. On va les glisser ici. Il va charger les fichiers. On va cliquer dans Advanced Options. Et là, on va pouvoir manipuler un petit peu ce qui va être donc taille des chunks et le chunk overlap. Alors, à quoi ça sert de configurer ça? Alors le chunk size, en fait, c'est la taille des blocs de mots qu'on va venir diviser quand on a de longues informations. Donc par exemple, si on a un texte de 1000 mots et que dans chunk size ici, on choisit 200, et ben en fait, on va avoir 10 blocs de 200 mots. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quant à lui, le chunk overlap, ça correspond en fait au nombre de mots, à combien de mots en fait le chunk va commencer juste avant et va finir juste après. En fait, c'est le chevauchement des différents blocs de texte. Alors, dans la plupart des cas, pour quelque chose qui fonctionne bien, je vous conseille de mettre entre 400 et 500 sur le chunk size. Alors, ça va évidemment dépendre de la documentation que vous chargez. Et sur le chunk overlap, on va pouvoir laisser sur voilà, 70. C'est une bonne configuration qui marche assez bien pour l'avoir testé. Ensuite, on va cliquer sur Attach donc pour charger tous nos documents dans notre base de données. Et voilà, notre base de données est prête. Donc, on va pouvoir ensuite créer l'assistant qui va venir piocher dans cette base de données. Alors, pour ça, on va se rendre dans le module assistant juste au-dessus. Et on va venir créer un nouvel assistant. Voilà. Et notre nouvel assistant, on va pouvoir lui donner un nom. Donc, voilà, moi je vais l'appeler formateur test. Et ici, on va pouvoir venir lui donner des system instructions, qui est en fait le prompt qui va lui dire comment il va devoir agir. C'est un petit peu la même chose qu'on a fait dans la partie chat juste auparavant. Donc dans cette partie prompt, on va avoir une fonctionnalité assez intéressante. Donc une fois que vous avez décidé quel va être l'objet un petit peu de votre assistant, son objectif, sa mission,
Donc par exemple, moi j'ai écrit sur un assistant qui a des nouveaux collaborateurs sur des questions concernant les processus des juniors entreprises, etc. Donc c'est un assistant qui va aider en fait à onboarder de nouveaux collaborateurs, à former correctement de nouveaux collaborateurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui fournir un prompt un petit peu à main levée comme ça. Ensuite, on va venir copier ce prompt. Et ensuite, on va cliquer sur la petite étoile qui apparaît ici. Et ici, on va venir coller le prompt. Et en fait, il va nous créer un prompt un petit peu sous stéroïde, ultra bien écrit pour pouvoir répondre au mieux aux questions. Donc là, juste avec le prompt à main levée duquel je suis parti, il me fait un prompt qui est juste incroyable. Voilà, comme vous pouvez le voir avec des exemples de réponses, les marches à suivre, le contexte général, etc. Voilà, vous cliquez sur Save et vous avez un super prompt. Ensuite, vous pouvez choisir le modèle. Donc moi, je vais prendre 4 mini. Alors, je vous conseille en règle générale, à part si c'est des tâches vraiment complexes, de passer sur 4 mini puisque ça coûte beaucoup moins cher et ça fait largement l'affaire dans 90% des cas. Alors ensuite, ce qui va être important, c'est d'activer le file search pour qu'il puisse aller chercher dans la base de données qu'on vient de créer. Et donc pour ça, alors max number of result, on va pouvoir descendre un petit peu à 10, voilà. Hop, et ici, il va falloir ajouter la base de vecteurs qu'on vient de créer. Donc on va cliquer sur Add Files, Select Vector Store, et voilà, il va nous demander le Vector Store ID. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille le chercher. Donc retour dans Storage, Vector Store. Ici, c'est le test qu'on a créé, donc la base de données qu'on a créée. Et l'ID, il se trouve ici. Hop, donc on clique dessus pour le copier. Retour ensuite dans notre assistant. Donc voilà, on clique sur Files, Vector Store. Et ici, on va venir coller l'ID de la base de vecteurs. Voilà, ça nous sélectionne bien la bonne base de données. On va cliquer sur Select. Response format, on va laisser sur texte. La température, on va baisser parce que nous, on veut des réponses précises. On n'oublie pas que c'est un agent qui forme des collaborateurs sur des process précis. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'erreur. Et puis, voilà, on va laisser comme ça. Et là, notre agent, on a fini la configuration. Donc, il est prêt à être utilisé. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de le tester dans le Playground, par exemple. Donc, retour dans le Playground, qui est un petit peu l'interface dans laquelle on va pouvoir interagir avec les solutions qu'on crée. Donc, dans la catégorie Assistant, donc là, on retrouve notre assistant qu'on vient de créer, donc formateur test. Et puis, on va pouvoir lui poser une question du style, voilà, comment fonctionne le suivi d'une étude. Voilà, une question assez basique. On va cliquer sur Run ici. Et ensuite, il va nous générer du coup la réponse avec voilà, les informations qu'il va trouver dans la base de données. En haut à droite, on va voir le nombre de tokens qu'on a utilisé. Et puis ici, on va pouvoir supprimer en gros la conversation lorsque vous voulez repartir de 0. Voilà, donc maintenant on a vu comment interagir de façon un petit peu générale par l'interface chat avec des modèles de langage ultra personnalisés. On a vu comment créer un assistant avec une base de données, donc une base de vecteurs qu'on va pouvoir venir utiliser par la suite avec une API. Donc pour rappel, l'API, c'est la définition que j'ai décrite en début de vidéo. Alors, pour pouvoir interagir avec l'assistant hors du Playground, il va falloir générer une clé API. Donc pour ça, on se rend dans Dashboard, dans API Keys, juste ici. Et on va pouvoir créer une nouvelle clé API en cliquant sur du coup New Secret Key. Donc voilà, on va pouvoir donner un nom à notre clé, attribuer un projet, et puis c'est les seules choses qu'on va avoir besoin de renseigner. Et ensuite, vous cliquez sur Create a Secret Key. Alors ensuite, vous allez avoir donc une suite de nombres et de chiffres qui va s'afficher assez longue. Alors cette clé API, il est impératif que vous la rangiez dans un endroit sécurisé et facilement retrouvable par vous, bien évidemment, dans un espace Drive, donc sur un Google Docs, etc. Parce qu'elle va être générée, enfin, vous allez pouvoir la voir qu'une seule fois. Ensuite, elle va être cryptée et vous n'y aurez plus accès. Et cette clé, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec notre assistant en dehors du Playground. Donc voilà, stockez-la dans un endroit sûr.
Et maintenant, donc, pour finir, en dernière partie de cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'interagir avec l'assistant qu'on a créé depuis une plateforme externe pour que vous puissiez comprendre un petit peu la puissance du playground d'OpenAI. Donc par exemple, ce qui va être intéressant avec l'assistant qu'on va créer, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer dans des plateformes de conversation qu'utilisent des équipes au quotidien. Donc par exemple, je fais partie d'une association qui utilise Slack au quotidien. Donc Slack, c'est un outil de communication entre équipes. Et c'est là que l'assistant va être super intéressant parce qu'il est entraîné sur des documents pour former des nouveaux membres. Donc à partir de ce moment-là, si un nouveau membre arrive sur la plateforme de communication qu'on utilise au quotidien, ça va être intuitif pour lui de poser les questions à l'assistant qu'on vient de créer. Alors pour ça, on réalise un petit scénario sur make.com ultra simple. C'est juste pour vous montrer un exemple. Donc on a un module qui va être déclenché en fait quand un nouveau message va être envoyé. Donc dans un canal particulier. Donc si on regarde un petit peu ici, c'est juste la connexion avec mon espace Slack. Vous avez juste à cliquer sur Add, ajouter votre espace Slack. Pardon, c'est pas facile à dire. Donc voilà, ce module-là va être trigger quand un nouveau message est envoyé. Ensuite, on va faire l'appel ici à notre assistant. Donc Message and Assistant. Ici, c'est Onboarding Assistant, l'assistant qu'on a créé. On va lui envoyer du coup le message qui va prendre comme message de l'utilisateur pour générer une réponse. Et ensuite, on va tout simplement lui dire renvoie un message dans cette même conversation, le résultat que tu as créé pour former l'utilisateur. Et puis, on voit ensuite que du coup, en posant des questions dans le canal avec lequel on a connecté notre assistant, il va nous fournir des réponses en fonction de ce qu'il a trouvé dans la base de données. Donc, ultra utile, comme vous pouvez le voir, pour former de nouveaux collaborateurs. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le Playground OpenAI. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à maîtriser toutes les bases pour utiliser le Playground d'OpenAI. Donc, si on fait un petit résumé, on a l'interface chat qui va être super intéressante pour accéder à des fonctionnalités avancées de ChatGPT si vous avez besoin de requêtes un petit peu spécifiques. Il y a les assistants qui sont ultra intéressants parce qu'on va pouvoir y ajouter des bases de données et les connecter à des applications tierces, donc comme make.com par exemple, via des API. Si vous avez la moindre question sur comment fonctionne le Playground sur des fonctionnalités un petit peu plus avancées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des intégrations avec le Playground d'OpenAI, n'hésitez pas à me dire également. Voilà, bye bye, à la prochaine.